Bonjour, aujourd'hui on va explorer un truc qui est vraiment au cœur de nos vies, de nos interactions. Ah oui, tout le temps. Que ce soit pour vendre une idée, convaincre un ami, même enseigner, on est sans arrêt là-dedans. C'est ça. Mais la question c'est où s'arrête, disons, la persuasion honnête et où commence quelque chose de plus sombre, la manipulation. Hmm. On a une analyse là qui se penche justement sur cette frontière qui est subtile mais super importante. Essentiel, oui. L'idée, c'est de donner quelques clés pour mieux comprendre tout ça, pour naviguer là-dedans avec plus de clarté. Bon, alors, on essaie de décortiquer un peu cette idée. Oui, c'est vraiment une distinction fondamentale à faire aujourd'hui, je crois. Parce que comprendre cette différence, ça aide d'abord à avoir des relations plus éthiques, plus respectueuses. D'accord? Et puis aussi, ça nous arme un peu contre les tentatives d'influence qui peuvent être, comment dire, nuisibles et qu'on ne voit pas toujours venir. Alors, commençons par le début. La persuasion. Le texte qu'on a lu la définit comment? Il dit que c'est une démarche où l'intention d'influencer, elle est sur la table, elle est claire. Voilà, c'est transparent. On utilise des arguments, ça peut être logique, rationnel, ou toucher les émotions, mais c'est fait honnêtement. Mhm. Et le point crucial, c'est qu'on respecte la liberté de l'autre, sa capacité à dire oui, mais aussi à dire non. Tout à fait. L'objectif, c'est que l'autre adhère, mais en connaissance de cause, de façon sincère. Le refus reste une option valable. Et la manipulation, alors, c'est quoi la différence clé? Eh bien, la manipulation, elle avance masquée, si on veut. L'intention réelle, elle est souvent cachée. On ne dit pas vraiment ce qu'on cherche à obtenir. Et surtout, elle va exploiter des failles. Des failles psychologiques, nos biais, la peur, le désir d'appartenance, le besoin de reconnaissance, la rareté. Oui, les fameux biais cognitifs. Exactement. Et là, l'autre personne devient un peu un moyen pour atteindre un but qui n'est pas forcément le sien. Donc sa liberté diminue. Oui, clairement, sa liberté de choix est réduite et souvent, la personne ne s'en rend même pas compte sur le moment. Ce qui est fascinant ici, et l'analyse insiste là-dessus, c'est vraiment la primauté de l'intention. Qu'est-ce qu'on cherche au fond? Un accord éclairé ou obtenir ce qu'on veut, peu importe comment? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Euh, Avec l'exemple concret que donne l'auteur, prenons un manager en entreprise. S'il propose une nouvelle organisation, explique pourquoi, les avantages pour l'équipe, écoute les craintes, répond. Mhm. Transparent. Voilà, là on est dans la persuasion. Il essaie de convaincre du bien fondé de son idée. D'accord. Mais si le même manager commence à dire, par exemple, que seuls les plus modernes ou les plus engagés vont s'adapter, en jouant sur la peur d'être mis de côté, Ah oui, là, ça change tout. là on bascule. On utilise l'insécurité des gens. C'est plus la même démarche. On est dans la manipulation. Et l'analyse explore aussi cette fameuse zone grise. C'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Ah oui, Comme quoi, par exemple? Une publicité qui joue sur l'émotion pour vendre un produit qui est objectivement utile, c'est quoi? Persuasion, manipulation. c'est une bonne question. Ou l'exemple que cite le texte, un parent qui utilise une petite ruse, un mensonge blanc, pour qu'un enfant accepte un médicament nécessaire. Difficile à trancher. Oui, et ça soulève des questions importantes. Comme le dit l'analyse, quelle est l'intention profonde? Est-ce pour le bien de l'autre, même si le moyen est un peu détourné? Et est-ce que la personne a encore un choix réel? La transparence est-elle possible, au moins après coup? Voilà, ce sont ces questions-là qui aident à évaluer ces cas un peu limites. D'accord. Et l'analyse, est-ce qu'elle donne des pistes pour repérer quand on risque de se faire manipuler? Oui, elle liste quelques indicateurs. Par exemple, sentir une pression soudaine, une urgence qui ne semble pas justifiée. Ah oui, le fameux décider maintenant. C'est ça. Ou un discours qui vous fait sentir coupable, si vous n'êtes pas d'accord. Ou qui reste très flou sur les détails importants. La flatterie excessive aussi, ça peut être un signal, si ça sort de nulle part et que ça semble un peu trop beau. Exact. Ou alors, une grosse différence entre ce que la personne dit et ce qu'elle fait. La dissonance parole-acte. Et pour se protéger alors, quelle stratégie on peut mettre en place? Le texte suggère des choses assez simples en fait. D'abord, prendre du recul. Ne pas répondre tout de suite, surtout si on sent la pression. Demander du temps pour réfléchir. Oui, exactement. Oser dire j'ai besoin d'y penser. Ensuite, poser des questions. Beaucoup de questions. Pour clarifier ce qui est implicite, les motivations derrière. Forcer la transparence en quelque sorte.
C'est un peu ça, et puis bien sûr, cultiver son esprit critique de manière générale. Vérifier les infos, ne pas tout prendre pour argent comptant. C'est une hygiène mentale, finalement. Oui, on pourrait dire ça. Si on replace ça dans une perspective un peu plus large, la persuasion, elle propose, elle respecte, elle est claire. La manipulation, elle cherche à contrôler, souvent en jouant sur nos failles, dans l'ombre. Donc, les distinguer, c'est clé. C'est essentiel, oui, pour notre intégrité et pour la qualité de nos échanges. L'éthique de l'influence, comme le dit l'auteur, ça repose sur le respect de l'autre comme une personne qui pense par elle-même. C'est un excellent résumé. L'idée, c'est que convaincre, ça n'a de valeur que si l'autre reste libre au fond. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tout ça implique pour nos interactions de tous les jours? Peut-être une petite pensée pour finir, euh, inspirée par cette discussion. Au-delà des cas évidents de manipulation qu'on peut dénoncer, comment on s'assure, nous, dans nos propres tentatives d'influence, même quand on pense bien faire, qu'on a de bonnes intentions, de rester vraiment du côté de la persuasion éthique? Hmm. Comment on évite de glisser, même subtilement, même sans le vouloir, vers des techniques qui sont en fait manipulatrices? C'est une excellente question pour la route. Ça demande une vigilance constante sur nos propres motivations et nos méthodes. Une vigilance de tous les instants, sans doute. Merci pour cet échange. Merci à vous.